Je m'appelle Léa Martin. J'ai 34 ans. Et dimanche dernier, ma sœur m'a montré exactement jusqu'où elle irait simplement parce que je lui ai dit non. Nous étions dans le jardin de mes parents à Marseille, le barbecue fumait encore, tout le monde était à moitié distrait par la nourriture et les conversations, quand elle s'est approchée de la table de la terrasse, a pris mon ordinateur portable ouvert d'une main, et m'a lancé ce petit sourire narquois. « Tu ne veux vraiment pas me prêter 9000 €, a-t-elle demandé comme si c'était la requête la plus normale du monde. Je n'ai même pas eu le temps de répondre à nouveau avant qu'elle ne se tourne vers la piscine, ne balance son bras en arrière et ne le lance. Le « plouf » a été plus fort que la réaction de quiconque. Toute mon entreprise, toutes les campagnes de mes clients, des mois de travail, ont disparu sous l'eau chlorée pendant que ma sœur riait et disait « Oups ». J'imagine que c'est ce qui arrive quand on n'aide pas sa famille. J'ai attendu que quelqu'un lui crie dessus, lui demande si elle avait perdu la tête. Au lieu de cela, mon père a simplement haussé les épaules, m'a regardé et a dit « Eh bien, c'est le prix à payer pour rejeter sa propre sœur ». Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Personne n'a posé de questions sur l'ordinateur portable qui paie toutes mes factures. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne leur ai pas donné la scène qu'ils attendaient. Je me suis juste approché du bord, j'ai plongé la main dans l'eau froide et j'ai sorti mon ordinateur, regardant l'écran vaciller une fois et s'éteindre dans mes mains. Je l'ai posé sur le béton, l'eau dégoulinant des touches comme s'il se vidait de son sang, et j'ai souri d'une manière qui m'a fait peur à moi-même. Je n'ai pas discuté. Je me suis juste séché les mains, j'ai pris mes clés de voiture et je suis parti sans dire au revoir. Ce soir-là, seul dans ma maison de ville, j'ai pris quelques décisions silencieuses. À 6 heures du matin le lendemain, quand mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec le nom de ma sœur, c'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle comprenait enfin ce que signifie vraiment perdre quelque chose. Avez-vous déjà vu votre propre famille ruiner votre travail acharné et votre carrière, puis d'une manière ou d'une autre, vous faire sentir que tout était de votre faute? Restez jusqu'à la fin de cette histoire et vous verrez exactement à quoi ressemble le véritable prix de la trahison dans une famille. En grandissant, j'ai toujours été l'enfant qui faisait tout bien. Je ne créais pas de problème, j'obtenais de bonnes notes, je suis allé à Cage Business School en marketing, et j'ai bâti une carrière qui payait vraiment les factures. À 29 ans, j'avais quitté mon emploi en agence, lancé ma propre entreprise de marketing numérique et je gagnais plus d'argent que jamais dans ma vie. J'ai acheté une petite maison de ville à Marseille, remboursé mes prêts étudiants, et pour la première fois, j'ai senti que ma vie m'appartenait vraiment. Ma sœur, Bibi, était tout le contraire. Elle a 2 ans de plus que moi, et si vous demandez à mes parents, c'est la créative. Elle a abandonné le community college après 1 an, et passé de barmaid à serveuse à aider une amie avec une marque de vêtements, puis a décidé qu'elle serait artiste en bijoux fait main et influenceuse à plein temps. En réalité, cela signifiait qu'elle vivait chez mes parents ou dans le petit appartement que mon père avait mis à mon nom pour des raisons fiscales. Et elle semblait toujours avoir besoin d'un peu plus d'aide pour faire décoller ses affaires. Quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, c'est comme si un interrupteur avait été actionné dans ma famille. Soudain, je n'étais plus seulement Léa. J'étais le filet de sécurité. Ça a commencé petit. Comme lorsque ma mère a dit, le téléphone de ta sœur a encore été coupé. Peux-tu simplement l'ajouter à ton forfait? Ce sera plus simple si tout est à ton nom. Alors, je l'ai fait. Puis la ligne de ma tante Sylvie a été ajoutée aussi, parce que le forfait familial était moins cher s'il y avait plus de personnes. Bien sûr, c'est moi qui payais toute la facture chaque mois. Puis sont venus les abonnements. Bibi avait besoin de Netflix, juste comme bruit de fond, pendant qu'elle fabriquait des bracelets. Elle avait besoin de mon Amazon Prime pour expédier ses fournitures plus rapidement. Elle avait besoin de mon Canva Pro et de quelques autres outils car, tout ça me reviendra, Léa, quand ma boutique explosera. Je lui ai donné mes identifiants, je me suis dit que ce n'était pas grave, et je suis retourné travailler. Les choses plus importantes sont venues plus tard. Quand Bibi a voulu une voiture, elle n'a pas pu obtenir de prêt seule. Alors, papa m'a appelé. Il a présenté cela comme une chance, d'investir dans l'avenir de ta sœur. Il m'a demandé de co-signer un prêt pour un Peugeot 2008 d'occasion afin qu'elle puisse se rendre au marché et aux événements éphémères sans emprunter leur voiture. J'ai hésité, mais il a mis le paquet. Tu réussis si bien, chérie. Bibi a juste besoin d'un petit coup de pouce. J'ai fini non seulement par co-signer, mais aussi par couvrir la plupart des paiements lorsque Bibi traversait des mois creux et ne pouvait pas les effectuer. Puis il y a eu l'appartement à Aix-en-Provence.
Sur le papier, il est à moi. Mes parents l'ont mis à mon nom pour bénéficier d'un avantage fiscal et parce que, selon les mots de mon père, tu es la responsable. Bibi a emménagé, temporairement, jusqu'à ce qu'elle soit sur pied. 3 ans plus tard, elle était toujours là, ne payant ni loyer ni charge, le traitant comme une sorte de loft d'artiste pendant que je m'occupais des impôts fonciers et des réparations. Et en plus de tout cela, il y avait les prêts, qui n'en étaient jamais vraiment, 3500 € par-ci pour des stocks, 1800 € par-là pour une caméra pour filmer des vidéos de produits, quelques centaines pour les frais de vendeur, les frais de table, les cours de branding, et j'en passe. Chaque fois, cela venait avec la même promesse, je te rembourserai dès que je commencerai à gagner de l'argent pour de vrai. Elle ne l'a jamais fait. Et chaque fois que j'essayais de me retirer, mes parents disaient des choses comme « Elle n'est tout simplement pas comme toi, Léa. Tu comprends l'argent. Pas elle. La famille, c'est fait pour s'entraider. » Alors, quand ma sœur a jeté mon ordinateur portable dans la piscine, il ne s'agissait pas seulement d'une machine détruite. C'était des années où je la couvrais discrètement. Des années où l'on me disait que j'étais égoïste chaque fois que je pensais même à dire non. Ce « plouf », c'était le son de mon réveil final. Parce qu'une fois que vous réalisez que les gens que vous aimez vous voient d'abord comme un portefeuille et ensuite comme une personne, comment pouvez-vous jamais revenir à la normale après ça? Ce soir-là, après avoir quitté la maison de mes parents, j'ai conduit jusque chez moi dans un silence complet. Pas de musique, pas de podcast, juste le son de ma propre respiration et le faible bourdonnement de l'autoroute. Je suis entré dans ma maison de ville, j'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte et j'ai posé l'ordinateur portable mort et gorgé d'eau sur le comptoir de la cuisine, comme un cadavre. Pendant quelques minutes, je l'ai juste regardé fixement. Si je me laissais tout ressentir à ce moment-là, je savais que soit je commencerais à hurler, soit je m'effondrerais complètement. Alors, à la place, j'ai fait la seule chose pour laquelle j'ai toujours été doué. J'ai allumé mon ordinateur de bureau de secours, je me suis assise à mon bureau et j'ai traité toute ma vie comme un projet client. J'ai ouvert un document vierge et j'ai tapé une ligne en haut, ce que Bibi obtient grâce à moi. Puis j'ai commencé à lister. Forfait téléphonique, Bibi, mes parents, tante Sylvie tous à mon nom, tous sur ma facture. Compte de streaming, Netflix, Disney+, OCS, Spotify tous connectés sur la télévision de Bibi, son téléphone, sa tablette. Amazon Prime, elle l'utilise plus que moi. Historique de commandes remplies de fournitures d'artisanat et d'achats impulsifs aléatoires que j'avais à peine remarqués parce que j'étais trop occupé pour le parcourir. Canva Pro, quelques autres outils payants pour le design et le marketing qu'elle empruntait, pour créer des logos et des publications sur les réseaux sociaux pour une entreprise qui ne semblait exister que dans son imagination. Puis les choses importantes. Le Peugeot 2008. J'ai fouillé dans mes courriels et j'ai trouvé les documents du prêt. Mon nom sur chaque page à côté du sien. Chaque avis de retard de la banque. Il m'arrivait à moi, et j'avais discrètement payé la différence plus de fois que je ne pouvais les compter pour que sa voiture ne soit pas saisie. L'appartement à Aix-en-Provence. Les déclarations d'impôts fonciers avec mon nom dessus. Les demandes d'entretien. La facture du plombier quand l'évier s'est bouché. À tous égards importants, c'était mon bien. À tous égards importants pour elle, c'était juste l'appartement de Bibi, où elle vivait gratuitement. Plus j'approfondissais, plus je me sentais mal. Ce n'était pas seulement que j'avais été généreuse. J'avais pratiquement construit tout un écosystème autour d'elle. Elle avait une voiture grâce à moi, un logement grâce à moi, un téléphone grâce à moi, des divertissements grâce à moi, des outils pour son entreprise grâce à moi. Et dans son esprit, cela ne suffisait toujours pas pour mériter un simple « non ». J'ai parcouru de vieux textos de mes parents. Toutes les subtiles tentatives de culpabilisation. Elle n'est tout simplement pas comme toi. Tu sais comment est ta sœur. Ne lui donne pas l'impression d'être un fardeau, Léa. Mais la vérité, c'est qu'elle était un fardeau. Et je l'avais portée si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de se tenir droite. À un moment donné, la colère a cessé d'être chaude et bruyante pour devenir froide et nette. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'opérateur de téléphonie mobile. J'ai confirmé mon identité, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, je veux que toutes les lignes de ce compte, sauf la mienne, soient annulées, à compter de ce soir. Le représentant a hésité, m'a demandé si j'étais sûr, m'a prévenu que les autres téléphones perdraient immédiatement leur service. J'ai dit, c'est l'idée. Ensuite, je me suis connecté à mes comptes de streaming,
je suis allé dans les paramètres et je me suis déconnecté de tous les appareils. Nouveau mot de passe, long et compliqué, de ceux que je ne dirai accidentellement à personne. J'ai supprimé son adresse courriel de mon foyer Amazon, j'ai supprimé le mode de paiement qu'elle était devenue bien trop à l'aise d'utiliser et j'ai configuré des alertes pour toute nouvelle charge. Puis j'ai ouvert mes courriels et j'ai cherché Maître Antoine Colbert, l'avocat qu'un ami d'un groupe de réseautage m'avait recommandé pour l'immobilier et les embrouilles familiales. À l'époque, j'avais sauvegardé le contact en pensant, j'espère ne jamais en avoir besoin. Maintenant, j'ai cliqué sur son site web, j'ai vu une consultation tardive gratuite et j'ai rempli le formulaire avec des mains tremblantes. J'ai écrit exactement ce qui se passait, que ma sœur vivait dans un appartement qui m'appartenait légalement, qu'elle ne payait pas de loyer, qu'elle avait détruit mon ordinateur portable après que j'ai refusé de lui donner 9 000 €, que mes parents me mettaient la pression pour que je continue à financer sa vie. 15 minutes plus tard, il a appelé. Sa voix était calme, pragmatique, le genre de stabilité dont j'avais besoin. Il a demandé des détails sur l'appartement, le prêt, s'il y avait un bail. Il n'y en avait pas, alors, elle n'est pas une locataire. C'est une invitée, a-t-il dit. Ce qui signifie que vous pouvez absolument l'expulser. Cela doit simplement être documenté correctement. Je vais rédiger un avis pour vous ce soir. Vous l'enverrez par courriel, et nous enverrons une lettre recommandée demain. Ne discutez pas avec elle. Ne négociez pas, suivez simplement la procédure. Quand nous avons raccroché, j'ai rouvert mon document et j'ai regardé la liste. Pour la première fois, je ne voyais pas d'obligation. Je voyais des issues. Chaque élément de la liste était un cordon que je pouvais débrancher. Chaque faveur dans laquelle on m'avait culpabilisé était quelque chose que je pouvais terminer par un appel téléphonique, une réinitialisation de mot de passe, un papier signé. Vers 2 heures du matin, je me suis penché en arrière dans ma chaise, épuisé mais étrangement lucide. Ma sœur pensait que jeter mon ordinateur portable dans une piscine était une punition. Elle n'avait aucune idée que tout ce qu'elle avait vraiment fait, c'était d'actionner un interrupteur dans ma tête. Et au lever du soleil, la vie qu'elle avait construite sur mon dos était sur le point de s'effondrer, une décision silencieuse à la fois. J'ai dû m'endormir pendant 1 heure ou 2, car la chose suivante dont je me souviens est mon réveil qui sonne à 6 heures du matin et mon téléphone qui vibre déjà dans ma main. L'écran était illuminé d'appels manqués et de messages. Le même nom, encore et encore, Bibi. D'abord, ce furent des appels normaux, puis des tentatives d'appels FaceTime, puis un flot de textos arrivant par Wi-Fi. Pourquoi mon téléphone ne marche pas? Léa, est-ce qu'il est arrivé quelque chose au forfait? Réponds-moi tout de suite. J'ai regardé les notifications s'accumuler sans en ouvrir une seule. Quelques minutes plus tard, le nom de ma mère est apparu, puis celui de mon père. Je les ai laissés sonner aussi. C'était presque drôle, d'une manière morbide. Pendant des années, c'est moi qui avais eu peur de les décevoir. Et maintenant, au moment où j'arrêtais de tout payer, c'était eux qui paniquaient. Avant le lever du soleil, j'ai fait du café, je me suis assise à mon bureau et j'ai consulté le compte du prêt automobile. Le solde, l'historique des paiements, les avis de retard que j'avais discrètement couverts pour que la banque ne prenne pas le Peugeot 2008. Tout cela me fixait. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de culpabilité cette fois. C'était de la colère, vive et ciblée. J'ai appelé le prêteur, j'ai répondu aux questions de sécurité, et lorsque la représentante m'a demandé comment elle pouvait m'aider, j'ai dit, je suis co-emprunteur pour un véhicule que l'autre partie utilise sans payer. J'aimerais discuter de la saisie. Il y a eu une pause pendant qu'elle consultait le dossier, puis un ton plus prudent. Elle a demandé si la voiture était à mon adresse. Je lui ai dit non, qu'elle se trouvait dans un appartement que je possédais à Aix-en-Provence où vivait ma sœur. Je lui ai donné l'adresse, j'ai confirmé à nouveau que mon nom était sur le titre de propriété et j'ai écouté pendant qu'elle expliquait la procédure. Il pouvait envoyer une dépanneuse dans la journée, sans préavis, tant que le véhicule se trouvait dans un parking public ou accessible. J'ai signé l'autorisation électroniquement alors qu'elle était encore en ligne. En raccrochant, j'ai imaginé Bibi se réveillant tard, sortant en pantoufles, et voyant une place de parking vide là où se trouvait son précieux Peugeot 2008. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti mal. Je me suis senti en équilibre. Les textos continuaient d'arriver. Mon téléphone est complètement mort. Je ne peux appeler personne. Que as-tu fait? Tu ferais mieux de régler ça. As-tu annulé ma ligne? Tu es sérieuse, là?
J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai ouvert mon compte de carte de crédit à la place. Si annuler le forfait téléphonique et s'en prendre à la voiture consistait à couper les cordons évidents, ceci revenait à déraciner le problème. J'ai examiné mes relevés ligne par ligne, en surlignant tout ce que je ne reconnaissais pas immédiatement. De petites charges pour la plupart, 30 € par-ci, 70 par-là, des applications aléatoires, des sites de boutiques de vêtements dont je n'avais jamais entendu parler, une série de locations de films que je n'avais pas regardés. À première vue, cela ressemblait au genre de choses qu'on oublie, mais mis ensemble sur 6 mois, le total dépassait légèrement les 1800 €. Je me suis souvenu du jour où Bibi avait pris mon portefeuille en sortant. Je vais juste utiliser ta carte pour prendre un Starbucks. Mon application a un problème, avait-elle dit en riant. Elle était revenue avec une boisson, une pâtisserie que je n'avais pas demandé, et je n'y avais plus jamais pensé. Quelque part pendant cette course au café, elle avait mémorisé mes numéros ou pris une photo. J'ai appelé la compagnie de carte de crédit, je leur ai dit que je pensais qu'un membre de ma famille avait effectué des débits non autorisés et j'ai lu la liste. L'agent m'a demandé si je voulais le déclarer comme une fraude et faire émettre une nouvelle carte. Oui, ai-je dit sans hésiter. Et je veux qu'elle soit retirée en tant qu'utilisatrice autorisée si elle y figure pour quelque raison que ce soit. Nous avons vérifié. Elle y était. J'avais accepté cela une fois aussi, au nom de l'aide pour qu'elle puisse bâtir son crédit. Nous avons réglé cela en moins d'1 minute. Alors que la déclaration de fraude était déposée, d'autres messages sont arrivés par Wi-Fi. Bibi encore, pourquoi ma carte est-elle refusée? Mon application Uber dit que le paiement a échoué. Tu es vraiment folle. Tu le sais, ça? Puis mon père, appelle-moi maintenant. J'ai d'abord terminé avec la banque. L'agent m'a dit que l'enquête pourrait prendre du temps, mais que les frais seraient provisoirement annulés pendant qu'il les examinerait. Quand nous avons raccroché, j'ai finalement ouvert mes courriels. En haut de ma boîte de réception se trouvait un message de maître Antoine Colbert avec pour objet, avis de quitter les lieux, projet 6 juin. J'ai cliqué. La lettre était courte, formelle et douloureusement claire. Elle indiquait que Bibi occupait ma propriété sans bail, que je mettais fin à sa permission de rester et qu'elle avait 30 jours pour quitter les lieux. Elle faisait référence à l'adresse, à mon titre de propriété et au recours que je pourrais engager si elle refusait. Tout ce que j'avais à faire était de la signer et de l'envoyer. J'ai ajouté ma signature électronique, j'ai pris une grande inspiration et je l'ai transférée à l'adresse courriel de Bibi avec une simple ligne, veuillez voir 6 juin. Pas d'explication, pas d'excuse. Puis, selon les instructions d'Antoine, j'ai soumis le document pour qu'il soit envoyé par courrier recommandé à l'adresse de l'appartement. Quelque part entre la planification de l'envoi et la fermeture de mon ordinateur portable, mon téléphone a recommencé à vibrer sans arrêt. Les textos de Bibi étaient passés de la confusion à la rage. Tu me mets dehors? Tu ne peux pas faire ça. Cet endroit est à moi aussi. Tu es littéralement en train de ruiner ma vie pour un stupide ordinateur portable. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la liste que j'avais faite la veille. La plupart des éléments étaient maintenant barrés. Ligne téléphonique coupée. Streaming et abonnement verrouillé. Accès à la carte de crédit coupé. Le Peugeot 2008 en route pour la Fourrière. Logement gratuit dont le compte à rebours avait officiellement commencé. Dehors, le soleil montait, colorant le ciel de ce bleu vif de la Provence que j'aimais tant d'habitude. Pour une fois, j'avais l'impression qu'il m'appartenait. Ma sœur pensait m'avoir puni en jetant mon ordinateur portable dans la piscine. Elle n'avait aucune idée que la vraie punition, c'était de se réveiller dans un monde où j'avais enfin cessé de prétendre que je lui devais tout. Et au moment où la dépanneuse est arrivée à cet appartement d'Aix-en-Provence, il était trop tard pour elle pour prétendre que rien n'avait changé. Il n'a pas fallu longtemps pour que les retombées se présentent à ma porte. Vers 10 heures ce matin-là, alors que je commençais à répondre aux courriels de clients et à prétendre que j'avais une vie normale, quelqu'un a commencé à frapper à la porte de ma maison de ville si fort que les cadres ont tremblé. Je n'ai même pas eu besoin de regarder pour savoir qui c'était. Ouvre cette fichue porte, Léa. La voix de Bibi a transpercé le bois. Que as-tu fait à ma voiture? Mon cœur a sursauté, mais mes mains étaient stables. Au lieu d'aller à la porte, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert la caméra et j'ai commencé à enregistrer en marchant vers l'entrée. Je n'ai pas ouvert. J'ai juste regardé par le Judas et je l'ai vu faire les 100 pas sur mon perron comme un animal en cage. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle portait toujours des leggings et un sweatshirt trop grand,
et elle avait ce regard sauvage qu'elle prenait chaque fois qu'elle pensait perdre le contrôle. Ils l'ont prise, a-t-elle crié en donnant un coup de pied au bas de la porte. Une dépanneuse est arrivée et a pris mon Peugeot 2008. Mon Peugeot 2008, Léa. Elle a frappé la porte avec la paume de sa main. Je sais que c'est toi qui as fait ça. Toi et ton stupide argent et tes stupides délires de pouvoir. Ouvre cette porte et arrange ça. Je me suis éclairci la gorge et j'ai élevé la voix juste assez pour qu'elle puisse m'entendre à travers le bois. Ce n'est pas ton Peugeot 2008, Bibi. C'est celui de la banque. Et mon nom est sur ce prêt, tu te souviens? Il y a eu un temps de silence. Puis elle a ri, un rire sec et méchant. Oh, c'est comme ça, alors. Tu annules mon téléphone, tu coupes ma carte, tu fais saisir ma voiture, et maintenant, quoi? Tu m'expulses? Elle a de nouveau frappé la porte. Tu fais tout ça pour un ordinateur portable. Un ordinateur portable, Léa? Je n'ai pas répondu. Elle est passée des cris aux hurlements, enchaînant les insultes, me traitant de sans-cœur, de folle, de maniaque du contrôle qui avait toujours besoin de se sentir supérieure. À un moment donné, elle a hurlé, « Tu te crois meilleur que tout le monde juste parce que tu sais payer des factures ?» Celle-là m'a presque fait rire. Presque. Ce que j'ai fait en réalité, c'est appuyer sur le bouton latéral de mon téléphone et composer le 17. L'enregistrement toujours en cours, je me suis éloigné de la porte tout en parlant doucement à l'opérateur, lui disant que ma sœur était dehors, qu'elle frappait à la porte et refusait de partir, qu'il y avait déjà eu des dommages matériels au cours des dernières 24 heures. Ils m'ont dit de rester à l'intérieur, de garder la porte verrouillée et d'attendre l'arrivée des agents. Quand la voiture de police est arrivée, j'ai regardé par la fenêtre avant une femme officier sortir et aller directement vers Bibi. Il y a eu beaucoup de gestes, des doigts pointés vers ma maison, la voix de Bibi s'élevant encore plus fort pour parler de famille, de trahison et de réactions excessives. Quelques minutes plus tard, l'agent Dubois a frappé à ma porte, et cette fois, j'ai ouvert. Elle avait l'air fatiguée mais gentille, le genre de fatigue qui dit qu'elle a vu cette situation exacte plus de fois qu'elle ne peut les compter. Je lui ai montré la vidéo, les textos, j'ai expliqué ce qui s'était passé avec l'ordinateur portable et l'argent. Elle a écouté, hochant lentement la tête. Légalement, a-t-elle dit quand j'ai fini, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Elle n'a aucun droit d'être ici si vous lui dites de partir. Si elle revient et refait cela, vous devriez envisager une ordonnance restrictive. Je sais que c'est votre famille, mais cela ne la place pas au-dessus de la loi. Derrière elle, Bibi se tenait sur le trottoir, les bras croisés, le visage rouge de fureur et d'humiliation. Quand l'agent lui a dit qu'elle devait partir, qu'elle ne pouvait plus venir frapper à ma porte, Bibi a crié par-dessus son épaule, « Tu ruines ma vie, Léa. Tu ruines vraiment ma vie pour de stupides appareils électroniques. » Je ne suis pas sorti sur le porche. Je l'ai juste regardé et j'ai dit très calmement, « Non, j'ai juste fini de la financer. » Après le départ de la voiture de police, mon téléphone s'est de nouveau allumé, cette fois avec le nom de mon père. J'ai répondu, plus par curiosité qu'autre chose. Il n'a même pas dit bonjour. « Mais à quoi tu penses ?» a-t-il lâché. « Ta sœur est hystérique. Tu lui as pris sa voiture, son téléphone, son logement pour une seule mauvaise décision. » J'ai senti ma mâchoire se crisper. « Papa, ce n'est pas une seule mauvaise décision. Elle utilise ma carte de crédit sans permission depuis des mois. Plus de 1800 €. Elle n'a pas payé pour cette voiture depuis presque un an. Elle vit gratuitement dans mon appartement depuis 3 ans. Et elle a détruit mon ordinateur portable parce que je ne voulais pas lui donner 9000 € de plus. » Il y a eu une longue pause au bout du fil. Je pouvais l'entendre respirer. « Elle nous a dit que tu exagérais, » a-t-il finalement dit. « Elle a dit que tu avais offert, puis que tu avais changé d'avis, et que maintenant tu la punissais. » J'ai ri, un rire bref et sans joie. Bien sûr qu'elle l'a dit. Je lui ai parlé de la déclaration de fraude, des relevés bancaires, de l'avis d'expulsion de l'avocat. J'ai tout exposé clairement. Sans édulcorer, sans m'excuser. À l'autre bout du fil, j'entendais ma mère pleurer doucement, comme si elle se tenait juste à côté de lui avec le téléphone en haut-parleur. « Léa, chérie, a-t-elle murmuré, c'est ta sœur. Elle a fait une erreur. Elle juste. Elle ne comprend pas l'argent comme toi. Tu sais comment elle est. » « Oui, » ai-je dit, d'une voix plate. « Je sais exactement comment elle est. Et vous aussi. Vous ne voulez simplement pas l'admettre. »
Maman a essayé de passer à la culpabilisation. Elle dit qu'elle va se retrouver à la rue. Elle dit que tu la jettes. C'est vraiment ce que tu veux? J'ai fermé les yeux, j'ai pris une grande inspiration. Je veux qu'elle soit responsable d'elle-même pour une fois. Je ne la jette pas. Je n'amortirai juste plus sa chute. Après avoir raccroché, ma tante Sylvie a commencé à envoyer de longs paragraphes par texto sur le fait que l'argent va et vient, mais que les sœurs sont pour toujours. Que je laissais le succès me changer. Que je devrais me souvenir de qui partageait une chambre avec moi quand nous étions enfants. Quelques heures plus tard, Bibi a fait une publication publique sur Facebook à propos des membres de la famille avide qui volent des voitures et des maisons et utilisent l'argent comme une arme. Des amis communs ont commencé à intervenir, certains la défendant aveuglément, d'autres m'envoyant des messages privés pour me demander si tout allait bien. Je ne suis pas intervenu dans les commentaires. Je n'ai pas écrit un grand fil de dénonciation avec des captures d'écran et des preuves, même si j'aurais facilement pu le faire. J'ai signalé la publication pour harcèlement, j'ai bloqué quelques-uns des idiots les plus bruyants et je suis retourné à mon travail. Parce que voici ce que j'ai finalement compris, quiconque voulait me voir comme la méchante allait le faire, peu importe le nombre de faits que je leur présentais. Les gens qui me connaissaient vraiment n'avaient pas besoin d'un diaporama pour comprendre la situation. Cet après-midi-là, assise à mon bureau avec mon téléphone face contre table et mes courriels ouverts, j'ai réalisé autre chose aussi. Pour la première fois de ma vie, la personne la plus bruyante et la plus dramatique de la famille n'écrivait plus l'histoire. C'était moi. Et aussi désordonnée et douloureuse que fut cette journée, une partie de moi était presque soulagée. Parce qu'une fois que vous renoncez à être la bonne fille dont le travail est de maintenir le confort de tout le monde, il y a une liberté étrange et terrifiante à laisser enfin les gens être mal à l'aise avec la vérité. 18 mois plus tard, le courriel du tribunal est arrivé comme n'importe quelle autre notification. Il était bref et sec. Juste une note indiquant que Bibi avait terminé avec succès sa mise à l'épreuve. Ses heures de travaux d'intérêt général étaient enregistrées. Ses paiements étaient à jour. Légalement, toute l'affaire était classée. Émotionnellement, pas tellement. À ce moment-là, ma vie était très différente de celle du jour où elle avait jeté mon ordinateur portable dans la piscine. J'avais un nouveau MacBook, évidemment. J'avais mis à niveau mes systèmes, tout sauvegardé à 3 endroits différents et renforcé mes contrats avec mes clients. Mon entreprise avait grandi, pas de manière spectaculaire du jour au lendemain, mais avec des chiffres stables et solides. J'avais plus de recommandations, de meilleures limites, et un niveau de concentration que je ne savais pas qu'il me manquait quand la moitié de mon énergie mentale était consacrée à éteindre les incendies provoqués par Bibi. J'avais aussi construit quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir avec mes parents, une distance honnête. Je voyais ma mère pour un café une fois tous les mois ou deux, juste nous deux. Parfois, nous parlions de choses légères comme son jardin ou le club de lecture qu'elle avait rejoint. Parfois, les conversations étaient plus profondes. Elle a admis, un après-midi tremblant autour d'un thé glacé, que voir Bibi en gilet orange ramasser des déchets avait brisé quelque chose en elle. Pas parce qu'elle ne méritait pas de conséquences, a dit maman doucement, mais parce que j'ai réalisé combien de fois nous l'avons protégée de celle-ci et combien de fois nous les avons reportées sur toi à la place. Mon père a mis plus de temps à changer, comme un grand navire essayant de manœuvrer dans un canal étroit. Il ne m'a jamais présenté d'excuses spectaculaires, mais il a cessé de me demander de régler les choses. Quand je lui ai dit que je ne viendrais pas encore aux grandes fêtes de famille, il a simplement hoché la tête et dit « Je comprends », au lieu de me faire culpabiliser. C'était nouveau. C'était fragile, mais c'était réel. Quant à Bibi, elle est devenue plus une rumeur qu'une présence. J'ai entendu dire qu'elle était retournée vivre chez mes parents pendant un certain temps, puis dans un petit appartement avec une colocataire. J'ai entendu dire qu'elle travaillait dans la vente au détail, pointant comme tout le monde. J'ai entendu dire qu'elle avait arrêté de dire aux gens qu'elle était, sur le point d'exploser, et avait commencé à dire des choses comme « J'essaie juste de garder la tête hors de l'eau ». Je n'ai pas espionné ses réseaux sociaux. Je n'ai pas demandé de nouvelles. Quand son nom était mentionné, je laissais les autres parler et garder un visage neutre. J'avais fait mes choix. Elle vivait avec les siens. La première fois que je l'ai revue, ce n'était pas lors d'un sommet familial dramatique. C'était dans l'endroit le plus ordinaire possible, une épicerie. Je poussais un chariot dans l'allée des produits surgelés, essayant de choisir entre 2 marques de raviolis, quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom très doucement. Léa ? Je me suis retourné, et elle était là. Pas d'eyeliner dramatique, pas de tenue étudiée, juste un jean,
un t-shirt délavé avec le logo d'un magasin qui, je le savais, payait environ 14 € de l'heure, et un badge nominatif accroché à sa poitrine. Elle avait l'air plus âgée. Pas dans le mauvais sens, juste moins lisse. Il y avait de fines rides autour de ses yeux que je ne me souvenais pas et une fatigue dans ses épaules que je reconnaissais parce que je l'avais portée pendant des années. Pendant une seconde, aucune de nous n'a dit quoi que ce soit. Nous nous sommes juste regardés, sachant toutes les deux qu'il fut un temps où nous aurions partagé une chambre, des vêtements, des secrets, et puis il y avait maintenant. Elle a dégluti difficilement. « Je sais que je ne suis pas censé te déranger », a-t-elle dit en baissant les yeux. Mais je voulais juste. Je voulais dire quelque chose, si ça ne te dérange pas. L'ordonnance restrictive avait expiré avec sa mise à l'épreuve. Techniquement, elle n'enfreignait rien en se tenant là. J'aurais pu m'en aller, et une partie de moi y a pensé. Mais une autre partie, celle qui avait suivi une thérapie et décortiqué chaque couche compliquée de notre enfance, était curieuse. « Tu peux parler ?» ai-je dit prudemment. « Je ne promets rien, mais tu peux parler. » Elle a hoché la tête, les yeux brillants d'une manière que je n'avais pas vue depuis que nous étions enfants. « Je suis désolée, a-t-elle dit, et il n'y avait pas de drame cette fois, pas de tentative de performance. Sa voix tremblait sur le mot. Pour l'ordinateur portable, pour l'argent, pour la façon dont je t'ai utilisé. Je me suis dit que je méritais ton aide parce que nous étions de la même famille. Parce que tu réussissais mieux et que j'avais des difficultés. Je me suis inventé toutes ces histoires dans ma tête sur le fait que tu étais égoïste pour ne pas avoir à regarder ce que je faisais. Mais je sais maintenant. Je sais que je t'ai volé. Je sais que je t'ai fait peur. Je sais que je t'ai donné l'impression que tu ne comptais pas, sauf si tu réglais ma vie. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine à ce moment-là. Un mélange de colère, de chagrin et d'un étrange et inattendu soupçon de soulagement. Je n'avais pas l'intention de lui faciliter la tâche, mais je n'avais pas non plus l'intention de prétendre que cette conversation ne signifiait rien. C'est vrai, ai-je dit doucement. Tu as fait tout ça. Elle a de nouveau hoché la tête, une larme coulant sur sa joue. Elle ne l'a pas essuyée de manière dramatique. Elle l'a juste laissé tomber. La mise à l'épreuve, c'était nul, a-t-elle admis avec un petit rire sans joie. Les travaux d'intérêt général, c'était nul. Devoir rembourser chaque euro, c'était nul. Mais le pire, c'était de réaliser que je n'étais jamais aussi impuissante que je le disais à tout le monde. Je ne voulais tout simplement pas grandir parce que c'était plus facile de te laisser être l'adulte pour nous deux. Nous sommes restés là, dans l'allée des surgelés, le bourdonnement des congélateurs remplissant le silence entre ces phrases. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle ajouté rapidement. Je veux dire, si jamais tu le fais, ce serait incroyable, mais je comprendrais si tu ne pouvais pas. Je voulais juste que tu saches que je sais ce que j'ai fait, et que j'essaie d'être différente maintenant, par moi-même. J'ai pris une grande inspiration, sentant le poids de chaque année que nous avions passé dans notre ancienne chambre commune, de chaque fête de famille que j'avais manqué récemment, de chaque fois où j'avais voulu une sœur et où j'avais eu un parasite à la place. J'apprécie que tu dises ça, ai-je dit finalement. Et je suis contente que tu prennes tes responsabilités. Vraiment. Ses yeux se sont levés vers les miens, pleins d'espoir pendant une demi-seconde, puis de nouveau prudents. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas prétendre que rien de tout ça n'est arrivé, les jeux interrompus doucement. Ça veut dire que je ne vais pas revenir à ce que c'était avant. Je ne te prêterai pas d'argent. Je ne signerai rien. Je ne serai pas ton plan d'urgence. Si jamais nous avons une quelconque relation à nouveau, elle sera petite, lente et basée sur des termes très clairs. Et je me réserve le droit de m'en aller à la seconde où j'aurai l'impression que tu retombes dans tes vieux schémas. Pas de culpabilisation, pas de discours sur la famille. Elle a tressailli un peu à ces mots, mais elle a hoché la tête. C'est juste, a-t-elle murmuré. Plus que juste. Honnêtement, nous ne nous sommes pas prises dans les bras. Il n'y a pas eu de musique dramatique, pas de guérison instantanée. Nous sommes juste restés là un moment de plus, deux adultes qui avaient finalement été forcés de grandir de manière très différente. Et puis nous sommes retournés à nos chariots. En m'éloignant, j'ai réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois de ma vie, je ne me définissais pas par rapport à qui j'étais pour elle. Pas la sauveuse, pas la banque, pas la méchante de son histoire larmoyante, juste moi. Plus tard, quand j'en ai parlé à ma thérapeute, elle a souri et a dit « Vous avez fait la chose la plus difficile que la plupart des gens aient jamais à faire.
vous vous êtes choisi sans avoir besoin de détruire quelqu'un d'autre pour y parvenir. Et ça, plus que n'importe quelle ordonnance du tribunal ou voiture saisie, c'était la vraie vengeance. Non pas de regarder Bibi souffrir, non pas d'avoir le dernier mot, mais de refuser de rendre ma vie à la même dynamique qui avait failli m'engloutir tout entière. S'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est que la loyauté familiale sans limite n'est pas de l'amour. C'est l'effacement de soi. Dire oui jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien ne fait pas de vous une bonne fille ou une bonne sœur. Cela vous vide simplement. Les gens qui vous aiment vraiment ne vous demandent pas de vous immoler par le feu pour les garder au chaud. Ils apprennent à construire leur propre feu, même si cela leur prend plus de temps, même s'ils échouent plusieurs fois. Alors, si vous avez votre propre Bibi dans votre vie, quelqu'un qui appelle la manipulation de l'amour et le vol, se servir, voici ce que je veux que vous entendiez. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de protéger la vie pour laquelle vous avez travaillé, even if the people who benefited from your silence call you cruel for finally speaking up. Because at the end of the day, the real punishment isn't losing access to someone else's money or car or couch. The real punishment is waking up one morning and realizing the person you've been draining their isn't willing to bleed for you anymore. And if you're the one who has been bleeding, you don't owe anyone an apology for finally deciding to heal.